Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire ce jeudi, la relance du débat autour du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Un médiateur a été nommé après la nomination de Nicolas Hulot. Réaction dans le Morbihan. Les agriculteurs du Finistère ont souhaité rencontrer les candidats aux législatives. Les dossiers agricoles sont nombreux, vous le verrez. Et puis une balade sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le Finistère. La marche du printemps rassemble près d'une centaine de personnes. Dans le duplex, on parlera de la fin de saison pour les équipes de football bretonnes. Bonjour Maël. Bonjour Julie. Et c'est le suspense. Effectivement, tout reste à faire en Ligue 1 et en Ligue 2 sur ce dernier week-end. Et vous nous raconterez tout cela dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 18 mai 2017. Quel avenir pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique? La question est de nouveau posée depuis la nomination de Nicolas Hulot comme ministre de la Transition écologique et opposant de longue date au projet. Ce jeudi matin, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la désignation d'un médiateur sur le sujet. Thierry Mahot de la CCI du Morbihan, qui gère l'aéroport de Lorient, attend des précisions. Il est au micro de Fanny Cocconnier. J'ai entendu à la radio ce matin qu'un médiateur allait être nommé, qu'une décision allait être prise en ayant la connaissance de l'ensemble du dossier. On se pliera à la décision qui a été prise, mais il y a vraiment une envie de la part des chambres que ce dossier aboutisse. Enfin, une envie, mais une crainte quand même pour l'aéroport lorientais toujours. Oui, mais on ne peut pas vivre avec ses peurs, donc on se dit qu'il y a des choix qui vont être faits. Lorient, c'est un aéroport militaire. Je pense qu'il est important aussi pour notre bassin. Maintenant, il est évident que ça peut remettre en cause l'aéroport de Lorient. Les jeunes agriculteurs du Finistère avaient donné rendez-vous aux candidats aux législatives ce mercredi à Plébin. Alors quels sont les dossiers agricoles importants sur lesquels les futurs députés pourraient avoir à débattre? Passage en revue et propositions avec Camille Pochet. Acquisition du foncier, exportation, manger français ou déduction fiscale, les jeunes agriculteurs exposent leur point de vue à la quinzaine de candidats et à leurs suppléants venus de tout le Finistère. L'objectif, c'était d'être convaincant aujourd'hui, qu'ils se rendent compte de qui peuvent être des interlocuteurs aussi à privilégier par rapport à tout ce qui est agriculture et surtout au renouvellement des générations et transmission. Qui sachent qu'on ait des idées. Le délégué à l'agriculture d'Emmanuel Macron était présent pour défendre le programme du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron a un programme agricole hors du commun, puisqu'il l'a mis dans les 5 priorités, au même titre que la médecine, avec un plan d'investissement de 5 milliards d'euros. C'est tout simplement inédit, c'est pour ça qu'on appelle ça un plan Marshall. Si presque tous les partis ont répondu présent à l'appel, les Républicains, eux, sont venus en nombre. Cet électorat, ils veulent le séduire. L'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le poumon économique du Finistère. Ça représente plusieurs milliers d'emplois directs. C'est un secteur qui est en crise et qu'on est là à la fois pour dire aux agriculteurs qu'on compte sur eux, qu'on est fiers d'eux et en même temps qu'on a des solutions contre cette crise. 2 représentants de la France Insoumise ont également participé au débat. Je les ai entendus là nous parler de produire quel que soit le marché. Nous, on est quand même sensible à la souveraineté alimentaire en France et à l'étranger. Et là, aujourd'hui, on est bien content, par exemple, que le CETA soit bloqué au niveau européen. Une réunion constructive, selon les agriculteurs comme les candidats. En bref, le second du cargo, l'Océan Jasper, a été condamné à 3 ans de prison ce jeudi par le tribunal correctionnel de Brest. Il a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire. Il y a 10 ans, le Socalic, un caseilleur breton, avait fait naufrage après avoir été percuté par le cargo. Bernard Jobard, le patron du Socalic, avait perdu la vie. En bref, toujours, ce mouvement de grève dans les stations locales de France Bleu ce jeudi. Les salariés dénoncent l'arrivée de 2 émissions nationales sur l'antenne à la place de 2 tranches d'information locale. À l'antenne, cette mobilisation s'est traduite par la non-diffusion d'émissions lors de cette journée de jeudi. Et nous vous avions montré les images de l'ouverture de la nouvelle gare de Lorient. Ce mercredi, un édifice estimé à 28 millions d'euros. Cette inauguration ne signe pas pour autant la fin des travaux. Le pôle d'échange multimodal et de nombreux autres bâtiments devraient sortir de terre d'ici l'horizon 2020. Guirec Flécher. L'inauguration de la nouvelle gare Lorient-Bretagne Sud était attendue de pied ferme par les curieux et voyageurs. Tous attendaient une grande surprise annoncée pour 17h17. Ce ne sera finalement qu'une simple fanfare. Qu'importe pour le public, la star du jour reste le nouvel édifice.
Elle est moderne, plutôt chaleureuse, le côté bois assez sympa. On avait déjà vu la construction, je trouve que l'ensemble est joli. Je trouve que c'est bien pour l'Orient, pour la modernité, je trouve ça super. La nouvelle gare compte désormais 4 quais. Les voyageurs pourront bénéficier de plus de TER et de TGV, mais surtout d'un gain de temps annoncé dès juillet prochain. Nous serons à moins de 3 heures de Paris, mais nous serons aussi connectés beaucoup plus facilement sur les grandes métropoles, Lyon, Lille, etc., en dehors de Paris. Et ça, c'est très précieux. Tout ne fait que commencer. Dans les futures années, c'est tout le quartier qui doit désormais se transformer. Vont se construire les îlots C1, C2, tout près d'ici, avec les parkings, un hôtel, des bureaux, du logement, du commerce. Et puis nous aurons la partie nord encore à travailler, terminer le parvis, bref, en faire un élément complètement terminé pour 2020. Mais là, c'est une étape importante puisque finalement la nouvelle gare s'ouvre historiquement pour la première fois, donc au sud, donc vers la ville. Les animations inaugurales de la gare se poursuivent jusqu'à samedi. Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle passe aussi par la Bretagne. Depuis ce samedi, près de 120 pèlerins sillonnent les routes du Finistère. Un parcours breton peu connu. Et ce jeudi, Camille Pochet était entre Briec et Élian. Début de journée en chanson à Briec pour ces 120 pèlerins qui suivent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle breton. Pour découvrir le pèlerinage, les marcheurs viennent de toute la France et même de plus loin. On a une association du Québec à Compostelle et puisqu'on est amis en communication, on nous invite chaque année pour la marche bretonne du printemps. Oui, vous êtes en forme? Oui. On lève la herse et hop, on lâche les chevaux. Ils sont partis ce samedi de la pointe Saint-Mathieu. À raison d'une trentaine de kilomètres par jour, le groupe découvre la route bretonne de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce jeudi, ils débutent de Briec et termineront la journée à Élian. On parle avec les autres pèlerins, on lit des relations entre nous, on parle naturellement, le sujet principal, c'est le chemin de Compostelle. Ils découvrent aussi 2 à 3 chapelles par jour. Elles sont souvent ouvertes spécialement pour eux. On a entre autres un superbe Saint-Jacques en pierre donc, qui se trouve à l'intérieur du chœur de la chapelle. Et on a un autre Saint-Jacques qui est aussi sur le calvaire. Objectif pour l'association bretonne de Saint-Jacques, faire découvrir ce chemin et le promouvoir auprès des pèlerins. C'est de montrer qu'en Bretagne, on a aussi les mêmes valeurs et puis des chemins, allez, je dirais, un peu plus tranquilles, un peu plus bucoliques et puis historiques avec une richesse de patrimoine. Les pèlerins terminent leur périple ce samedi à Quimperlé. La route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Vous connaissiez le débarquement de Normandie en 1944, mais lors de la Première Guerre mondiale, les Américains avaient déjà débarqué en France en 1917, à Brest plus précisément. Alors qu'en pensent les passagers d'un paquebot américain en escale dans la cité du Ponant? Frédéric Lorenzon. Débarquement sous la pluie pour les passagers américains de ce paquebot en escale à Brest. Beaucoup d'entre eux ignorent que 100 ans pratiquement, jour pour jour, avant eux, 900 000 soldats américains débarquèrent dans le port de Brest. 900,000? Wow, I had no idea. Century ago. Wow, I didn't know that. Yes, I don't remember. C'est très émouvant, on dit pour nous. À Brest, le gigantesque camp de Pont-à-Nézen abritait jusqu'à 80 000 soldats US, plus d'habitants que Brest à l'époque. Ce monument commémore cette page de l'histoire. C'est cette construction qui a inspiré ce documentariste. C'était de se dire, qu'est-ce que c'est que ce monument rose? Qu'est-ce que c'est que cette tour rose? Donc à partir du moment où c'était un monument américain, j'ai voulu savoir ce qui se cachait derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est que près de 2,5 millions de soldats sont arrivés en France, américains, sont arrivés en France pendant la Première Guerre mondiale et que ces soldats ont été transportés par des bateaux, essentiellement vers Brest. Le monument, territoire américain dans la ville de Brest, est aujourd'hui encore mal connu et peut-être un peu négligé pour le tourisme de mémoire. Je crois qu'effectivement,
on pourrait organiser ces visites de souvenirs, par exemple à partir des grands paquebots qui pourraient faire escale venant des États-Unis. Pourquoi pas? Oui, c'est une idée à creuser. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. On est dans l'organisation de ces cérémonies qui nous occuperont, notamment le 21, 22, 23 juin. Et dès la semaine prochaine, des festivités sont organisées pour le centenaire du premier débarquement américain en France. Foot à présent, et les enjeux pour le Stade brestois et le club de Lorient sont décisifs ce week-end. On en parle avec Maëlle Moison. Alors Maëlle, Brest et Lorient se battent pour la Ligue 1. Effectivement, tout va très vite. Il y a encore quelques semaines, Lorient filait vers la Ligue 2 et le Stade brestois avait un pied dans l'ascenseur vers la Ligue 1. Mais voilà que ce week-end, le club morbihanais qui accueille Bordeaux a plus de chances d'y rester que le club finistérien de l'y rejoindre avec Guingamp, Rennes, Nantes et donc peut-être le FCL l'an prochain dans l'élite. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Maëlle? Brest a beau avoir figuré en tête plus de la moitié de la saison et 90% du temps sur le podium, l'équipe de Jean-Marc Furlan a chuté 3 fois en un mois. Et elle se retrouve aujourd'hui 5e avant d'affronter le Gazélec Ajaccio vendredi à 20h30. Et si le club devait rester en Ligue 2, Maëlle? Il y restera avec le goût amer d'avoir quand même gâché quelque chose, même s'il n'était pas attendu à pareille fête en début d'année, en juin, en reprenant avec 13 joueurs professionnels à l'entraînement. En interne, les dirigeants et le staff travaillent sur l'option la plus crédible aujourd'hui, c'est-à-dire d'une 5e saison d'affilée en Ligue 2. On a déjà fait cette semaine une réunion de 2 heures de recrutement exclusivement Ligue 2, que ce soit clair, a précisé Jean-Marc Furlan ce jeudi. La chance de retrouver la Ligue 1, 4 ans pour l'avoir quittée, est donc très infime, mais elle existe, déplaçant plus de 12 000 spectateurs à Francis-le-Blé demain soir. Même la 3e place de barragiste suffirait aujourd'hui à leur bonheur. Pour l'instant, l'adversaire se nommerait Lorient. À suivre donc. Merci beaucoup Maëlle pour toutes ces explications. Et on retrouve tout de suite les images insolites de ce jeudi en Bretagne. C'est dans le Tour de Bretagne en 60 secondes. Non, ce n'est pas de la cuisine, c'est de la santé. 12 infirmiers de bloc opératoire de toute la Bretagne ont suivi cette semaine au centre de simulation en santé du SCORF à Lorient une formation aux actes type fixation de drain ou suture. La formation est ouverte au personnel hospitalier, aux pharmaciens et aux marins, et dans le rôle des mannequins, donc, des pieds de cochon. Quelques 2000 supporters de Guingamp, comptés parmi les 8000 premiers calonnes du club, les actionnaires, ont bravé la pluie mercredi pour aller chercher en main propre leur plaque nominative. Plusieurs joueurs d'en avant, dont Diallo, Guivarch, Bodmer ou Didot, étaient sur place pour les leur remettre. Enfin, vous savez ce que c'est ça? Eh bien, c'est un cours de philo, oui, assuré cette semaine au lycée de Cornouailles à Quimper. Objectif, écrire avec son corps, passer par la danse pour exprimer ses sensations et cultiver sa relation à l'autre. Voilà, vous avez 4 heures. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.